savez, ça fait depuis 30 ans que Netanyahou il dit à peu près tous les 3 ans que l'Iran va avoir dans les prochaines semaines accès à la bombe nucléaire. Ça a commencé dans les années 90. Donc voilà, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on est la France et qu'on ne veut pas seulement être des commentateurs de l'actualité internationale? Parce que le problème de Macron, outre qu'il n'utilise pas les bons mots, c'est que ce qu'il dit en fait n'a aucun impact sur les choses. Il parle, il dit, ah, c'est pas bien, faire autrement. On rétablit le droit international, on rétablit les instances du droit international, parce que si la France le fait pas, qui va le faire en fait? Et donc, par exemple, très précisément là, si on était aux responsabilités, on dirait il faut convoquer une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, il faut convoquer une assemblée générale de l'ONU pour qu'il y ait une autorité internationale qui prenne la parole sur ce sujet. Voilà, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas qu'il suffit de claquer des doigts, mais on a quand même des leviers qu'on pourrait utiliser. J'ai une question. Oui. Vous avez pas parfois l'impression, vraiment, enfin, vous êtes humain avant tout, d'être dépassé par... c'est quand même un conflit... un conflit géopolitique, enfin en tout cas par toute la question géopolitique. J'ai l'impression qu'en politique, il y a les questions internes au pays et les questions internationales. Et j'ai l'impression que les questions internationales sont très complexes. Et du coup, comment vous faites pour ne pas vous perdre, rester informé et comment avoir l'impression d'agir vraiment? Ouais, je comprends la question, parce que c'est vrai que les questions internationales peuvent apparaître complexes. Et puis après, parce que la vérité, c'est qu'autour des questions internationales, ça existe aussi sur les questions nationales, mais autour des questions internationales, le rapport à la vérité, en fait, tout le monde est dans une stratégie d'influence et de propagande, en fait, qui disait que une des premières victimes de la guerre, c'était la vérité, parce que tout le monde vient essayer de présenter sa propre réalité. Donc, moi, je prétends pas être toujours parfaitement bien informé, mais je pense que pour éviter d'être perdu, c'est précisément la raison pour laquelle il faut avoir des bases claires, et ces bases, c'est pour ça qu'il y a un droit international, c'est pour ça que parfois c'est difficile pour les gens, y compris de le comprendre, mais même dans la guerre, il y a des règles. Il y a des choses qu'on a le droit de faire en guerre et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pour ça qu'on a inventé les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et je pense qu'il faut justement, pour pas être perdu, essayer d'avoir des bases, des principes en fait. Les principes, c'est qu'on n'attaque pas un autre pays, sauf si c'est une menace imminente. Et dans ce cas-là, il y a des institutions internationales qui permettent de définir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et justement, pour ne pas perdre de vue et pour ne pas se faire intoxiquer un peu par la propagande, je pense qu'il faut essayer de revenir aux principes. Voilà. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein. Et donc là, précisément, les principes, ils nous disent quoi? Ils nous disent il y a une violation du droit international, et donc si on est la France et qu'on croit au droit international, on doit être capable de dire cette violation elle n'est pas acceptable. Encore une fois, même si la personne qui est attaquée, on ne l'apprécie pas sur plein d'aspects, parce qu'on a plein de choses qu'on n'apprécie pas évidemment sur le régime iranien. Et la manière avec laquelle en France, à partir du moment où vous condamnez l'agression qui est faite, on essaye de vous faire passer immédiatement comme un soutien du régime iranien, c'est juste inacceptable. Vous avez vu peut-être que les associations de personnes qui se battent, y compris auprès des Iraniennes et des Iraniens pour avoir le respect des droits humains, la démocratie, etc., ils ne sont pas d'accord avec l'intervention militaire israélienne. Donc on va dire à qui? À ces gens-là qu'eux aussi c'est des soutiens du régime des mollahs, ça n'a pas de sens. Donc tenir bon sur des principes, je pense que c'est ça la base. Enfin en tout cas moi c'est la réponse que je fais. Oui, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de nos concitoyens français, j'ai très peu espoir en les institutions internationales et en le droit international, parce qu'à chaque fois, on a vu qu'il était bafoué, que personne ne le respecte. Parfois, les recommandations de l'ONU, on a l'impression que c'est un « arrêtez s'il vous plaît ». Alors là, je vais parler d'une autre question internationale qui me concerne un peu plus, mais c'est le cas des îles Éparses à Madagascar, normalement, qui reviennent à Madagascar, mais qui aujourd'hui sont à la France et qu'Emmanuel Macron ne veut pas lâcher. L'ONU, ça fait extrêmement longtemps qu'elle a rendu sa décision. Et Israël a été condamné à de nombreuses reprises également. Et honnêtement, en tant que concitoyenne, en tant que votante, j'ai l'impression que le droit international sert juste à dire arrêtez s'il vous plaît, et que c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement contraignant et que c'est avant tout une question de rapport de force entre les puissances. Voilà, si Israël n'est pas condamné, c'est aussi parce que Israël a toutes les grandes puissances qui lui sont alliées. Donc comment faire par rapport à ça? Alors, je comprends ce sentiment et je pense qu'il est partagé par plein de gens aujourd'hui, et il l'est d'autant plus que comme on se tutoie, oui, sans problème. Donc, comme tu l'as dit, les violations du droit international sans conséquence, il y en a eu malheureusement des centaines et des centaines. Moi, je ne prétends pas que l'ONU telle qu'elle est organisée aujourd'hui, que le droit international tel qu'il est défini aujourd'hui, il est parfait. C'est clair que, y compris, il y a un conseil de sécurité à l'ONU, il y a des puissances qui peuvent bloquer des choses. Donc, je dis juste, en fait, on a à peu près que ça comme point d'appui, parce que si on n'a pas ça, alors là, c'est la loi du plus fort. Et alors là, c'est encore pire, c'est-à-dire ceux qui décident d'attaquer, ils attaquent, et s'ils sont suffisamment forts, personne ne va pouvoir rien faire face à eux. Donc je pense qu'il faut prendre ce point d'appui.
même s'il n'est pas parfait. Mais clairement que ce point d'appui, il ne faut pas en avoir une vision qui est déconnectée des rapports de force tels qu'ils existent. Et donc il faut se poser la question aussi en tant que pays et en tant que peuple, comment on peut agir dans ce rapport de force. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression que l'ONU sert de contre-pouvoir de façade, au vu de ce qu'il en est. Par exemple, en ce qui concerne la flottille de la liberté, c'est pas la première fois qu'une flottille humanitaire a violé, a bafoué le droit international. On peut notamment penser à l'événement en 2010 avec le Mavi Marmara, où cette fois, il y a 9 personnes qui ont été tuées. Et ça, c'est quelque chose qui a été condamné par le droit international. En plus, cette action, elle n'était pas seulement symbolique, parce qu'il y avait plus de 10 000 tonnes de vivres pour les Palestiniens. Et là, encore une fois, rien n'a été fait. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans des répétitions encore, et qu'on ne va pas gagner grâce au droit international. Je sais que c'est très pessimiste ce que je raconte, mais je suis assez sceptique. Alors, je comprends ce que tu dis, mais en fait, je pense que aussi, là où... Moi, j'ai dit les limites que je voyais dans l'ONU telle qu'elle est, etc. Mais après, il faut aussi dire que si, aujourd'hui, ces institutions internationales, elles sont faibles, c'est aussi parce que les pays refusent de les investir pour leur donner de la force et de la puissance. C'est-à-dire que si la France... Je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes, mais si la France, par exemple, sur la question de Gaza, disait à un moment, on va essayer de construire une coalition de tous les pays à l'échelle internationale. Par exemple, tu sais, il y a 75% des pays à l'échelle internationale qui reconnaissent l'État palestinien. Il y a 75% des pays. Une grande majorité des pays dans le monde reconnaissent l'État de Palestine. Si à un moment, la France disait plutôt que de continuer à nous enfermer dans des discussions avec les États-Unis, etc., d'essayer de les convaincre alors qu'on n'arrivera pas à les convaincre. On essaye plutôt de construire du rapport de force en se rapprochant des pays qui, eux, reconnaissent cet État. Pour prendre cet exemple-là, et ben là, on pourrait faire bouger les lignes. Il y a déjà eu, par exemple, aux Nations Unies, des situations dans lesquelles, si le Conseil de sécurité bloque, et ben c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui va prendre une position sur ce sujet, parce que dans l'Assemblée générale de l'ONU, il n'y a pas de droit de veto. Bon, on a des leviers si on veut les investir. Donc, je comprends on va dire je ne vais pas dire la désespérance, mais le pessimisme sur l'ONU lui-même. Mais je pense qu'il faut aussi dire que si ça se passe comme ça, c'est parce que les puissances, et notamment la France et les autorités françaises, acceptent que l'ONU ne serve à rien. Et qui pourraient décider de faire de notre siège aux Nations Unies autre chose que rien. Voilà. Alors ça ne réglerait pas tous les problèmes, hein. Et on pourrait faire bouger les lignes, on pourrait construire des coalitions avec des pays du Sud, on pourrait construire du rapport de force, on pourrait s'appuyer sur la mobilisation des opinions publiques, parce que les opinions publiques, elles ne sont pas d'accord avec leurs dirigeants sur ce sujet. Voilà, moi, comment je vois les choses. Et puis après, ça c'est une autre question, elle serait plus compliquée, sur qu'est-ce qu'on devrait faire comme proposition pour rendre l'ONU plus efficace, plus démocratique, pas pouvoir être bloqué par un pays qui décide que de toute façon ça ne s'appliquera pas à lui. Voilà moi comment je vois les choses. Et puis après il y a des leviers d'action en dehors du droit international que la France peut avoir, y compris seule. On a parlé de la reconnaissance de l'État de Palestine, mais par exemple, si on considère que Netanyahou, et c'est ce qu'on considère, est un fauteur de troubles dans la région, qu'est-ce qu'on attend pour infliger des sanctions économiques? On a fait 17-30 sanctions au niveau européen contre Poutine. Pourquoi on n'a pas été capable de faire un seul train de sanctions? Et ça, il n'y a pas besoin de l'ONU. Hein. La France peut décider tout seul, ou l'Union européenne peut décider tout seul. On peut décider tout seul de faire un embargo sur les armes, parce qu'ils peuvent avoir les alliés qu'ils veulent. S'ils n'ont plus d'armes pour massacrer, ils ne massacrent plus. On peut décider de rompre les accords de coopération économique. Aujourd'hui, entre l'Union européenne et Israël, c'est une vaste zone d'accord de libre-échange, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas de droits de douane sur les produits qu'ils veulent exporter en Europe. Si on interrompt cet accord-là, ça va les impacter immédiatement. Je veux dire, on a aussi d'autres leviers d'action que juste une forme de dimension qui peut être parfois un peu incantatoire au droit international. Enfin, voilà. Oui, non, désolée, je te laisse parler après. Je partage totalement votre point de vue. Je ne vais pas tutoyer. Comme vous voulez, comme tu veux. Tu peux me tutoyer, ça ne me dérange pas. Moi, je partage totalement ton point de vue sur les leviers économiques, que ce soit à travers l'Union européenne ou à travers la France, qui me semble déjà, c'est sûr que ce n'est pas sous un gouvernement d'Emmanuel Macron que ça va arriver, mais qui me semble déjà beaucoup plus réaliste que, on va dire, l'appel au droit international. Moi, vraiment, on dirait que j'ai une dent contre le droit international, mais j'ai l'impression parfois qu'on l'invoque comme une forme de mysticisme qui est capable de régler les situations, alors que ça reste... Comme j'ai dit, ça reste pour moi un contre-pouvoir qui est quand même relativement factice et qui donne des recommandations, mais dans l'application, c'est bien plus compliqué. Donc moi, on va dire que je suis un peu plus réceptive à tout ce qui va être condamnation nationale ou à l'échelle européenne, enfin des choses plus concrètes comme des sanctions économiques, ce genre de choses. Et je pense aussi qu'éventuellement, ça pourrait éventuellement peut-être toucher plus le public qui sentira les choses de manière un peu plus concrète. Ok, juste pour que tu comprennes aussi pourquoi
moi, ma première réponse, c'est droit international, c'est aussi parce qu'on posait la question de c'est quoi, en quelque sorte, nos boussoles à l'échelle internationale. Donc, de rappeler aussi les principes en vertu desquels on prend position pour dire est-ce qu'on peut être d'accord avec telle ou telle initiative dans notre pays, le droit international, ça reste cette boussole-là. Après, est-ce que c'est la solution, est-ce que c'est la réponse, ou est-ce que ça va régler le problème? Au vu de tout ce qu'on a dit, peut-être pas, mais en tout cas, c'est la boussole qui permet de poser le problème, de dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ensuite, c'est clair que comme levier d'action, si on se contente de dire le droit international doit être respecté, le droit international doit être respecté, bon, ça ne va pas régler le problème. Donc il y a les leviers dont on a parlé. Et je veux juste ajouter, parce que, pour ne pas répéter des choses déjà dites, que les leviers d'action, il y a les leviers d'action étatiques, gouvernementaux, bon, et ça, comme tu l'as dit, au vu de la position qui a été celle de la France, déjà depuis des mois et des mois sur ce qui se passe à Gaza, mais aussi parce que c'est pas la première fois que Netanyahou attaque, il a attaqué le Liban, il a attaqué la Syrie, il attaque l'Iran maintenant, bon, la réaction de la France, elle est toujours en dessous de tout. Mais on a aussi des leviers d'action populaires, je pense que ça c'est important de le dire, c'est-à-dire participer aux manifestations c'est bien, mais il y a d'autres leviers d'action populaires. Il faut saluer par exemple les dockers, parce que quand les dockers dans les ports ils disent bah non, on ne cherche pas les arbres sur les bateaux, bah, c'est concret hein, et ça a un impact immédiat, donc il faut les saluer, il faut les aider. Il y a des campagnes de boycott qui existent. Et je pense que tout ça, c'est aussi le rôle que nous, on peut jouer là-dedans, et pas juste attendre que le pouvoir change, parce qu'on y travaille. Mais malheureusement, on ne peut pas faire changer ça tout de suite. Ça tombe bien qu'on parle de la dimension de concret, pas concret, parce que je prétends pas parler au nom de la jeunesse, mais ce que j'ai remarqué à travers mes réseaux sociaux, c'est que on avait peut-être à une certaine période mis beaucoup d'espoir dans la politique, avec toute la question du cessez-le-feu, de la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que on parle beaucoup moins de la dimension politique, on va beaucoup plus parler de la dimension humanitaire, peut-être parce qu'on a eu l'impression que on stagne et sur le plan politique, qu'il n'y a rien qui avance et que maintenant, avec peut-être la colère et la rage, on a envie de faire des choses beaucoup plus concrètes, notamment à travers des récoltes d'argent, ce genre d'action. Du coup, pour moi, la politique et l'humanitaire, c'est indissociable, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même une sorte de séparation qui s'est créée sur les réseaux sociaux où ça y est, ne nous parlez plus de politique. On a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, on a l'impression que ça ne sert à rien. Donc maintenant, on veut faire du concret. Et je voulais savoir pourquoi, en fait, on a ce sentiment d'inconcret, pourquoi on a ce sentiment que ça n'avance pas, qu'on manifeste, qu'on parle de notre désaccord et qu'il n'y a rien qui avance, quoi. Alors d'abord, moi, je veux dire, moi, j'oppose, comme un peu ce que tu as dit, j'oppose pas les deux. Non, mais tu t'as dit quand même, je pense que les deux sont indissociables. Et nous, en tout cas, c'est clair, un mouvement politique, on a des élus, on siège au Parlement, etc. Mais dans les initiatives et les actions qu'on propose, on propose et on encourage aussi à faire des actions très concrètes. Et que ça soit sur la situation internationale d'ailleurs, ou sur la situation nationale, ou à la France Insoumise, par exemple, on essaye de multiplier les collègues, de solidarité, des initiatives comme ça. Évidemment, il y a eu la flottille de la liberté dont on a beaucoup parlé, qui avait une dimension concrète, même si elle était symbolique. Ce n'était pas la quantité d'aide humanitaire qui était portée sur ce bateau qui allait répondre à la difficulté, mais il y avait une dimension aussi symbolique et qui était très, très importante. En tout cas, je pense que c'est bien aussi le concret. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas opposer le concret au rapport de force politique. Et s'il y a de la désespérance, on peut la comprendre. C'est parce que les gens, ils ont l'impression que les dirigeants politiques ne servent à rien. Ou en tout cas nos dirigeants politiques, ceux qui ont les leviers du pouvoir aujourd'hui, ne servent à rien. Et franchement, quand on entend les réactions de la France à ce qui s'est passé là depuis 10 jours, on peut comprendre pourquoi les gens se disent ça. Parce je veux dire, le président de la République en France, ou le ministre des Affaires étrangères en France, normalement, son rôle, quand il se passe quelque chose, c'est de prendre une initiative qui va peser sur le cours des choses. Et finalement, on a l'impression qu'il est éditorialiste sur un plateau de télévision, quoi. Là, qu'est-ce qu'il dit après les Américains bombardent en Iran? Il dit oui, j'appelle à la retenue, j'espère qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Très bien, mais en fait, qu'est-ce que tu fais concrètement pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de la retenue et de faire, c'est du commentaire. Bon, pardon, ou alors on va protéger nos agents. C'est très bien, il faut protéger nos agents. Mais pardon, le ministre des Affaires étrangères en France, il n'est pas juste le responsable administratif des agents de nos consulats ou de nos ambassades, quoi. Il peut-être être un peu plus que ça, quoi. Quelqu'un qui prétend peut-être pouvoir jouer un rôle, ou en tout cas d'essayer. On n'a même pas l'impression qu'il essaye de le faire. Donc moi, je comprends le sentiment d'impuissance. En même temps, il y a aussi des choses qui ont bougé. Ça, c'est pour contrebalancer. Par exemple, même s'il n'est pas allé au bout, même si...
on a entendu ces derniers mois et ces dernières semaines, par exemple, y compris le président de la République en France, dire qu'il fallait s'engager sur la voie de la reconnaissance de l'État de Palestine. Je sais qu'il ne l'a pas fait, mais même le fait même qu'il le dise, c'est la preuve que le rapport de force qu'on a créé, quand je dis on, c'est pas juste nous, la France Insoumise, les gens en manifestant, en s'indignant, en communiquant sur les réseaux sociaux, ça pèse quand même sur les événements. Moi, je pense qu'il faut faire les deux, du concret parce qu'on a envie d'être utile tout de suite, et continuer à créer les éléments de rapport de force parce que petit à petit, les lignes bougent. Et puis après, le troisième élément, et ça c'est pour convaincre aussi, c'est que si à un moment on a l'impression que nos dirigeants politiques ne servent à rien, il faut les changer. Parce que normalement, des dirigeants politiques, c'est censé servir à quelque chose. Moi, je voudrais parler de quelque chose, parce que je salue vraiment votre courage et pour prendre position sur ce sujet qui est très clivant. Et comme vous l'avez dit, il a fallu en parler et en parler à chaque fois pour que ça soit un sujet qui devienne banal au sein d'une partie de la gauche. Et moi, je trouve ça très très bien. Mais aujourd'hui, on va dire, compte tenu de la complexité des conflits oubliés ou peu couverts, comme le Soudan ou le Congo, est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez d'y porter la même voix dénonciatrice, même si ça signifie affronter le même silence médiatique et politique, cette fois qui peut être encore même plus lourd? Est-ce que vous comptez vous intéresser à d'autres questions internationales? Alors, pour le dire, on peut toujours faire mieux, que les choses soient claires, mais en fait, peut-être c'est assez moins vu, mais on le fait déjà. Par exemple, sur le conflit en République démocratique du Congo et sur les massacres et sur les milliers de personnes et les centaines de milliers de personnes qui sont déjà mortes, par exemple, moi à titre personnel, mais ça peut être le cas de plein d'autres députés insoumis, on a déjà participé à un certain nombre de manifestations sur ce sujet. On a organisé il y a maintenant un an à peu près, ça doit être un peu plus d'un an, un déplacement en République démocratique du Congo avec un certain nombre de députés insoumis, Jean-Luc Mélenchon lui-même. Sur le Yémen, on a déjà, ou sur le Soudan, pardon, on a déjà, peut-être moins visible, des prises de position sur le sujet. Je dis pas qu'on fait tout bien et je dis pas qu'on fait tout parfaitement. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut faire mieux. C'est aussi pour ça que c'est important qu'on ait des échanges et qu'il y ait aussi des mobilisations spontanées sur les réseaux sociaux. Parce que sachez que parfois, nous par exemple, dans notre travail, on a aussi les capteurs et les alertes qu'on reçoit. Et puis parfois, il peut y avoir des alertes qu'on n'a pas reçues. Et on a aussi une attention sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les dynamiques de mobilisation qu'il y a dessus, parce que ça nous permet parfois de prendre conscience d'une réalité qui n'est peut-être pas venue directement jusqu'à nous. Donc c'est important, mais oui, bien sûr qu'il faut en parler. Après, ce qui est vrai, c'est que, et c'est dommage, et c'est triste, et c'est pas bien, mais par exemple sur la question de la République démocratique du Congo, c'est vrai que quand on en a parlé, ça n'a pas produit la même attention, y compris médiatique, que ce qui se passe à Gaza. Mais comme ça, je pense que c'est notre point de départ, si on est engagé sur l'idée qu'on se fait des droits humains, du fait que toutes les vies se valent, que chacun de ces sujets, il doit être levé politiquement. Donc par exemple sur la question de la République démocratique du Congo, nous on a interpellé à plusieurs reprises, on a fait des questions au gouvernement, on a demandé, notamment quand il y a eu en marge du sommet sur la francophonie, de comment on pouvait accepter l'idée que le Rwanda allait avoir, alors que c'est ses dirigeants aujourd'hui qui sont jugés comme étant responsables des milices qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo, de comment on pouvait par exemple nommer cette personne-là en responsabilité à l'intérieur de l'organisation de la francophonie, qu'il fallait dire des choses là-dessus, comment on pouvait continuer à accepter. Il y a une forme d'hypocrisie totale parce qu'en fait, ces massacres qui ont lieu en République démocratique du Congo, derrière la vraie motivation, c'est l'accès aux métaux et aux matériaux rares qui ensuite viennent et sont importés d'une autre manière en Europe. Qu'est-ce qu'on avait à dire sur ce sujet? Moi, j'ai pu participer il y a quelques mois à une conférence sur la question de l'accès au numérique et donc aux métaux rares et des impacts géopolitiques de nos modes de vie basés exclusivement sur le numérique. Donc à la fin, ça produisait ce type de conflit, ce type de massacre. Voilà, tout ça pour dire. Et là, tu as parlé Soudan, tu as parlé République démocratique du Congo, mais on a pu prendre position sur les massacres, par exemple, qui ont eu lieu en Arménie, pour prendre cet exemple-là. Donc oui, bien sûr qu'il faut être attentif à tous ces sujets. On essaye de le faire. Parfois, on arrive à produire des mobilisations populaires sur ce sujet, parfois moins. Mais bien sûr qu'il ne faut pas avoir d'indignation à géométrie variable. Après, et je ne dis pas du tout ça par rapport à la question que toi t'as posée, mais parfois j'entends à la télévision les gens dire oui, les insoumis, vous parlez que de Gaza et vous ne parlez pas de tel sujet. Et souvent, ces mêmes personnes-là, elles ne parlent pas non plus, elles, de ces sujets-là. Et souvent, elles n'en ont jamais dit un mot. Donc, oui, pour parler de tous les sujets, mais non pour que, en quelque sorte, le fait qu'il y ait d'autres conflits soit utilisé comme un argument pour disqualifier la parole de ceux qui parlent de cette question. Oui, il faut parler de ce qui se passe à Gaza, oui, il faut parler de ce qui se passe au Congo, oui, il faut parler de ce qui se passe au Soudan, mais ça ne peut pas être un argument utilisé par les autres pour dire si vous ne parlez pas des autres sujets, alors vous n'avez pas le droit de parler de celui-là. Parce qu'en fait, il faut parler de tous.